Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est la lutte contre la bétonisation dans le cadre de la loi climat, autrement dit le plan ZAN. ZAN comme zéro artificialisation nette des sols en France. Absolument nécessaire pour préserver la biodiversité et le stockage du CO2, mais contesté par certains maires. On a de plus en plus d'industries qui souhaitent relocaliser des usines de production. Or, aujourd'hui, elles ont besoin de terrain et on ne peut pas leur mettre à disposition, ce qui crée une difficulté supplémentaire pour cette réindustrialisation souhaitée par tous. Eh oui, mais comment concilier l'aspiration à l'habitat individuel, la réindustrialisation et la lutte contre le réchauffement climatique? On en débattra ce soir avant de retrouver en fin d'émission Alix Van P et Xavier Mauduit à propos d'un mammouth, je crois. Bonsoir Elisabeth, oui, c'est ça. Après s'être vu offrir une très belle restauration, le mammouth de Durfort est de nouveau exposé au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. L'occasion de parler de mammouth, de ta mouth, de votre mouth, de notre mouth à tous. Ah, et de votre moumoute aussi. Et vous, Alix? Eh bien, les vidéos de nourriture sur les réseaux sociaux sont faites pour nous faire saliver, mais surtout pour nous faire consommer. Et ça, la génération Z l'a bien compris. D'ailleurs, elle utilise TikTok comme un guide gastronomique, vous verrez. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer, joie de recevoir le dessinateur de BD Riyad Sattouf, Grand Prix d'Angoulême 2023, l'auteur de l'Arabe du futur, le géniteur de Pascal Brutal et le porte-parole d'Esther A, gamine d'aujourd'hui dont Riyad Sattouf traduit les états d'âme MDR, lol, je m'embalèque, depuis 7 ans, d'où parution des Cahiers d'Esther, volume 8. Vous avez le programme, c'est parti. Elle parle comme ça, hein. Tout MDR, toute la journée, quoi. Votre jeune Esther, voilà les Cahiers d'Esther. Bonsoir Riyad Sattouf. Bonsoir Elisabeth. Je vous présente Sonia Kironi et Benjamin Sportouche, deux lecteurs fidèles. Bonsoir Sonia. Bonsoir Benjamin. Elle vous regarde ce soir? Non, pas du tout. Elle s'embalèque, Comme elle dit, complètement. J'oserais pas le dire. Dites un truc quand même, Riyad Sattouf, c'est le 8e volume. Elle touche la moitié des droits d'auteur. Parce que ça marche fort bien, c'est très bien, donc ça marche bien. La moitié, peut-être pas. Faut pas pousser. Faut pas pousser non plus. Il est incroyable. Non, mais bien sûr, disons que en fait, j'utilise ces histoires comme ingrédients de base. Et je change quand même beaucoup de choses. Menteur. Très bien. Le portrait de Riyad Sattouf, exploiteur, par Gaël Legras. Le secret de la licorne, l'enfance et l'adolescence, Esther, c'est la règle de 3 de Riyad Sattouf. Né en 1978, il découvre Hergé, Tintin et le secret de la licorne vers l'âge de 5 ans. Je voyais des paysages extraordinaires, des personnages sur lesquels je projetais mes propres sentiments. Depuis, lorsqu'il commence un album, il relit souvent Tintin pour retrouver cette émotion primitive et conserve un portrait d'Hergé dans son bureau. C'est comme s'il était avec moi en atelier et qu'il me dit « C'est important, fais attention que tes textes soient bien lisibles, les bords de tes cases bien droits et que tout soit bien clair. » Riyad Sattouf passe la majeure partie de son enfance dans un village rural proche de Homs, en Syrie, le pays de son père Abdelrazak. À l'adolescence, il vit en Bretagne, dans la région de sa mère Clémentine. Au début des années 2000, sa première BD intitulée Petit Verglas est éditée. Auteur ensuite des Pauvres aventures de Jérémie, quelques planches de cette série paraissent également dans le journal Pilote. Je suis très content de travailler dans Pilote parce que je me retrouve dans le même magazine que Claire Bretéché, Gottlieb, Giraud. C'est les dessinateurs que je lis depuis que je suis tout petit et j'adore. L'enfance et l'adolescence l'inspirent depuis ses débuts. Entre 2004 et 2012, il publie La vie secrète des jeunes dans Charlie Hebdo. Son premier film, Les Beaux Gosses, raconte le quotidien de 2 collégiens incarnés par Anthony Sonigo et Vincent Lacoste. J'avais pas du tout compris que j'allais être vraiment extrêmement laid. Je me suis retrouvé avec un espèce de pull tacheté de bouse et une coiffure de Coluche mi-longue. Entre 2014 et 2022, dans les 6 tomes de l'Arabe du futur, il évoque l'histoire de sa famille à travers le regard de l'enfant qu'il était. Plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Le point de vue de l'enfant permet aussi de dédramatiser les énormités du monde, de la réalité, les superstitions, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours un point de vue qui m'intéresse beaucoup. Les premiers Cahiers d'Esther paraissent en 2016. Elle avait 9 ans, elle était vraiment extrêmement volubile. Elle était là, ah mais les garçons c'est tous des connards, et puis nanana. Aujourd'hui, cette jeune femme que Riyad Sattouf surnommait son agent secret dans le monde des enfants à 17 ans, et le 8e tome est paru ce mois-ci. Cette jeune génération a croisé l'histoire de manière très forte ces dernières années. L'élection de Trump, le coronavirus, la guerre en Ukraine, c'est aussi une manière d'observer ça. Riyad Sattouf, quel personnage vous êtes. Je voudrais quand même qu'on précise quelque chose. Votre tout premier dessin, on l'a découvert ça à l'exposition que vous avez consacrée à la BPI de Beaubourg. Votre tout premier dessin, c'était un portrait, c'est ce que votre grand-mère a dit, de Pompidou.
Oui, tout à fait, oui. Pourquoi? Les sourcils qui vous avaient mesmérisé? Non, je crois que c'était vraiment, je devais avoir 2 ans et j'avais dessiné un bonhomme comme ça. Et c'est ma grand-mère qui a vu le portrait de Pompidou, en fait. Et elle a regardé, elle m'a dit, mais t'as dessiné Pompidou? Et donc le nom, je le trouvais marrant. Ah oui. Le mot Pompidou. Et donc elle m'a dit, va montrer à ton père ce que tu as dessiné. Et je vais lui montrer. Mon père, il prend le dessin, il dit, mais qu'est-ce que tu as dessiné? J'ai dit Pompidou, parce qu'on venait de me le dire. Donc à partir de ce moment-là, j'étais le génie du dessin. Oh, bah, bien sûr. Et vous n'avez jamais arrêté? Non. Vous dessinez sur une palette graphique ou à la main? Comment vous faites? Alors, on dessine à la main sur une palette graphique. Vous avez pu dessiner au doigt? Non, c'est avec un stylet. Et je fais à la fois sur la tablette graphique et sur papier aussi, encore. Et c'est une obsession, il paraît que vous êtes monomaniaque et en plus obsédé par le contrôle de tout. C'est-à-dire que cet album-là, vous avez tout supervisé. Couleur, typographie, poids du papier, épaisseur du papier, tout. Vous rendez fou vos éditeurs, votre éditeur. Quand on fait un livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maîtriser beaucoup de choses. Enfin, on peut souvent maîtriser plus de choses que ce qu'on croit. Et c'est vrai que j'ai la chance déjà d'être le seul auteur de bande dessinée dans cette édition. Et ensuite, voilà, moi je voulais faire les livres tels que je souhaitais les faire. Donc c'est vrai que je regarde le papier, je regarde comment c'est imprimé, je choisis toutes les couleurs. Voilà, c'est un objet. L'adolescence, alors 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, on est au cœur de l'adolescence d'Esther. Qu'est-ce qu'il y a de terrible et de miraculeux dans l'adolescence? C'est qu'on vit tout terriblement, comme disait Apollinaire. C'est ça qui vous fascine chez les ados? Oui, certainement aussi. Et c'est vrai que le fait d'avoir observé cette jeune fille, qui a été à la base des histoires, bon, j'ai changé quand même beaucoup de choses pour pas qu'on la reconnaisse. Parce que, il y a une planche d'ailleurs où elle a l'impression d'avoir été reconnue par quelqu'un à la FNAC. C'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas exactement la même tête. Bref. Et donc c'est vrai que le fait de l'avoir observée depuis qu'elle a 10 ans, jusqu'à maintenant qu'elle a 17 ans, et c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que quand elle était en primaire, elle était très populaire, elle était très, disons, elle pouvait être cruelle avec les autres, et dans les premiers tomes, il y a des histoires assez méchantes, etc. Et là, je crois qu'avec l'adolescence, elle s'est quand même pris la grosse vague hormonale dans la tronche. Et c'est moins facile quand même la vie maintenant. On se rend compte qu'on hérite d'un corps qui n'est pas forcément celui qu'on rêvait. Voilà, la vie se complexifie peut-être un peu, c'est rigolo à observer. Alors, ça sera bientôt le dernier tome. Quand elle aura 18 ans, vous allez arrêter. Donc, elle va passer à l'âge adulte. Et vous aussi, en même temps, vous allez laisser l'adolescence derrière vous ou pas? Mais peut-être, oui. C'est vrai que le but de ce projet était de la suivre de ses 10 ans jusqu'à ses 18 ans. Et on va s'arrêter. Voilà, c'est vrai. Alors, est-ce que ça signifie que je ne ferai plus de livres sur les jeunes? Peut-être. Je ne sais pas encore. J'ai plein d'autres projets qui attendent. Là, je vais voir ce que je vais faire. Il y a quelque chose de très touchant. Elle est un peu réac à un moment donné par rapport à son petit frère qui tout d'un coup lui parle d'une manière absolument ordurière. Et là, elle dit « Non mais là, je suis soufflée et je suis bouleversée. Je suis une vieille femme, une vieille conne quasiment. Je ne supporte pas qu'il me parle de façon ordurière. » C'est très touchant. Elle aussi a basculé dans autre chose. Ben non, mais on est, enfin, même quand on se prétend libéré ou moderne, si on nous embête, on peut vite devenir réac. C'est l'histoire de l'humanité en fait. Donc c'est assez rigolo d'observer ça. Et en effet, elle s'est pris la tête avec son petit frère qui se transforme peu à peu en bad boy. C'est ça. Avec qui elle partage. Le jeune Gaëtan. Juste un mot, la virilité, ça a été un de vos thèmes, la virilité, les angoisses liées à la virilité, être dans la norme, pas dans la norme, ça continue à vous travailler? Oui, mais d'ailleurs dans les cahiers d'Esther, c'est un des thèmes de ça, parce que c'est de regarder comment une jeune fille qui grandit est considérée dans l'espace public ou par les autres ou par les garçons. C'est un problème qu'elle a beaucoup, en fait. Elle m'en a énormément parlé. J'en ai fait quelques pages, mais le comportement des garçons avec les filles, la façon dont ils lui parlent, la difficulté aussi d'entrer en communication avec eux, comment leur parler, comment faire, c'est un des thèmes d'Esther. Son père est très viril aussi à un moment donné. Son père est assez costaud, oui, c'est vrai. Il a beaucoup de chance, il fait beaucoup de sport, le coquin. À la fois bébé et viril, un drôle de personnage. Alors, on va évoquer avec vous, Riyad Satouf, et avec Sonia, les adolescents et l'enseignement de la sexualité. Et oui, on parlait d'hormones, de corps, de garçons, l'éducation à la sexualité, vaste sujet chez les ados. Le sujet est censé, depuis 2001, faire partie des programmes scolaires à l'école, du CP jusqu'à la terminale. Normalement, la loi prévoit 3 séances par an minimum d'éducation sexuelle, sauf que dans les faits, c'est rarement le cas. Selon un récent sondage IFOP, un tiers seulement des 15-24 ans ont bénéficié de ces 3 séances annuelles. Beaucoup d'enseignants ne sont pas très à l'aise avec ces questions. Ils redoutent aussi
suivi les réactions de certains parents d'élèves. Mais le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, semble décidé à changer les choses. Il a annoncé mardi un plan national de formation des personnels de l'éducation nationale à l'éducation sexuelle. Donc, plan qui sera déployé durant l'année scolaire prochaine pour les aider à aborder cette question en classe. Vous qui connaissez bien les ados, est-ce que vous pensez qu'ils attendent ça de l'école, qu'on leur parle d'éducation sexuelle? Ah là là, c'est compliqué, parce que je me rappelle quand j'étais moi-même au collège, il y avait déjà ces débats, en fait. On se demandait comment parler aux jeunes de sexualité, etc. Et alors, la facilité déconcertante avec laquelle les jeunes d'aujourd'hui ont accès à des contenus adultes sur Internet, je pense y compris les sites porno. c'est beaucoup trop tard, en fait. Moi, je ne sais pas. Il faut certainement expliquer le fonctionnement des choses, peut-être. Qu'est-ce qu'elle dit, Esther? Enfin, celle qui est Esther, elle dit il faudrait que ça soit expliqué, spécifié. Alors, c'est marrant, parce que le cahier d'Esther, ce n'est pas vraiment un journal intime non plus. C'est des sujets que je n'ai jamais abordés vraiment avec elle. Je la laisse en parler. Alors, je sais qu'elle, quand elle était en primaire, il y avait eu un problème avec des enfants dans sa classe qui avaient eu accès à des contenus adultes, et ça avait fait un scandale dans l'école. Donc c'est vrai que c'est plutôt, je dirais, sur interdire aux mineurs d'avoir si facilement accès à ces contenus-là Mais bon, La BD, c'est le 9e art. Une dessinatrice de bande dessinée est rentrée, a été installée à l'Académie des Beaux-Arts. C'est la consécration. C'est ce qui pourrait vous arriver, vous, prochainement, peut-être. Vous êtes Grand Prix d'Angoulême 2023, après tout, pourquoi pas? Non, mais après, aller à l'Académie des Beaux-Arts, il faut c'est Catherine envie. Meurice qui a été... Il faut en avoir envie. En ai-je envie, je ne sais pas. Ah oui, oui, faites un peu d'introspection, Riyad Satouf. Il faut d'abord réfléchir à ce que ça signifie sur son œuvre, sur le futur. Et une dernière chose, Benoît Peters, grand dessinateur, qui donne d'ailleurs des cours au Collège de France sur la BD, a suggéré que Goscinny soit panthéonisé. Et d'ailleurs, la famille de Goscinny est très à fond pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais pourquoi pas un scénariste. Alors, Peters n'est pas dessinateur, il est scénariste. Donc c'est vrai que Goscinny également est scénariste. Ce serait une bonne idée, oui, bien sûr. Ah, oui. C'est une de vos inspirations, Goscinny? Non, vous, c'est plutôt Hergé, Moebius, pas Goscinny. Alors, sans faire de clans, etc. Moi, c'est vrai que j'ai grandi en Syrie en ne lisant que Tintin. Donc je suis passé un petit peu à côté de Goscinny dans l'enfance. Mais évidemment, j'ai découvert ça plus tard, quand j'étais ado, et je suis un grand admirateur. Et tout descend de Tintin, d'une certaine façon, tout ce que vous faites? Un petit peu, oui. Je ne sais pas si c'est... Parce que vous dites c'est un personnage vide. Tintin, oui, bien sûr. Oui, c'est ce que j'ai toujours adoré, que j'ai ressenti quand j'étais enfant. C'est-à-dire le fait que les cases sont claires et vides, un petit peu comme ça, on peut se projeter dedans. Et alors, je sais que je pense souvent à ça quand je fais mes bandes dessinées, pour faire le moins de... Enfin, il y a du détail, mais quand même de laisser le lecteur rentrer dans le dessin. C'est une façon différente, par exemple, de la façon dont dessine Uderzo, qui, lui, a tendance à faire beaucoup de détails. Mais ça aussi, c'est génial quand on est enfant, mais ce n'est pas la même projection, je dirais. Edith, et bientôt le cinéma, alors aussi, avec Les Inconnus, peut-être? Vous travaillez avec eux, c'est ce qu'on Oui, je suis en train d'écrire un scénario, voilà. Dernière chose, c'est un clin d'œil à Barbie, le rose, là? Ah non, pas du tout. Ah bon, à chaque fois, j'essaie de trouver des duos de couleurs qui flashent, etc. Ça aurait pu être un petit clin d'œil taquin. Ouais, peut-être. Est-ce que c'est plutôt violet fluo, non? Ah bah non, c'est rose fluo. Alors, je suis un petit peu daltonien, mais je vois. Ah bah vous êtes un peu daltonien, Satouf. Voilà. Cahier d'Esther. Eh ben écoutez, voilà, le cahier des 17 ans d'Esther chez Alary, le fameux éditeur qui n'a aucun autre dessinateur de bande dessinée. Vous avez fait la loi. Table rase. Table rase. Il est comme ça, Riyad Satouf. Merci encore d'être venu dans 28 minutes. Beaucoup. Et on passe à notre débat sur l'objectif gouvernemental de zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050, un objectif ambitieux dans le cadre de la loi climat 2021. Moins de béton, c'est moins d'émissions de CO2 et c'est plus de biodiversité. Mais comment concilier le rêve de la maison individuelle avec jardin, le développement des zones rurales et la réindustrialisation? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Sur ces parcelles à Saint-Ouen-en-Brie, en Seine-et-Marne, Monsieur le maire avait imaginé des maisons individuelles, de nouveaux administrés avec enfants scolarisés sur la commune. Sauf que ces terrains ne devraient plus être constructibles. La loi climat 2021 a fixé un objectif zéro artificialisation nette des sols à l'horizon 2050. Fini les chantiers dans les prés. On se retrouve à avoir la même réglementation dans la Creuse qu'ici en Seine-et-Marne, alors qu'on est effectivement une zone rurale, mais qui est en Île-de-France, avec une pression démographique qui n'est pas du tout la même, une pression économique qui est aussi tout autre. Pour essayer de rassurer les élus, des mesures qui visent plus de souplesse ont été adoptées en première lecture à l'Assemblée, sans oublier les grands enjeux de la lutte contre la bétonisation. Lutter contre l'artificialisation des sols, c'est s'inscrire dans un combat contre le dérèglement climatique, contre le dérèglement du cycle de l'eau,
contre l'érosion de la biodiversité. Le texte va désormais faire l'objet de négociations avec le Sénat, qui avait relayé ces derniers mois la grogne des élus locaux. Nous pensons que seuls les élus locaux pourront porter la transition écologique et le ZAN. Il faut juste leur donner du temps, des moyens. Et encore une fois, c'est très hautement inflammable. Il faut écouter le Sénat. Sur le terrain, comme à Château-Thierry dans l'Aisne, certains maires s'inquiètent pour le développement de leur commune. On a de plus en plus d'industries qui souhaitent relocaliser des usines de production. Or, aujourd'hui, elles ont besoin de terrain et on ne peut pas leur mettre à disposition, ce qui crée une difficulté supplémentaire pour cette réindustrialisation souhaitée par tous. Alors, comment concilier préservation des sols et réindustrialisation ? La lutte contre la bétonisation menace-t-elle le développement des territoires ? 3 experts pour ce débat. Isabelle Dugelet, bonsoir madame. Vous êtes maire de la commune de Lagrelle, 860 habitants, c'est dans la Loire. Vous êtes membre du conseil d'administration des maires ruraux de France. Je voudrais quand même ajouter que vous êtes quelqu'un avec un sacré tempérament, car vous avez fait passer il y a quelque temps un arrêté interdisant aux gens de votre commune de mourir les week-ends et les jours de fête, car il n'y a pas assez de médecins. C'était une manière de sensibiliser à ce problème. Pierre Dac aurait beaucoup aimé cet arrêté. Par rapport au sujet qui nous intéresse, vous estimez que la lutte contre l'artificialisation des terres est justifiée, mais que les mesures sont imposées brutalement et verticalement aux maires. On leur enlève donc leur droit de regard sur la gestion de leur commune. À côté de vous, Agnès Allossery, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes directrice du programme biodiversité de l'Institut du développement durable et des relations internationales, c'est l'IDRI. Et selon vous, la situation est alarmante d'un point de vue climatique et de la biodiversité. Les milieux naturels sont grignotés par le béton. Ce n'est pas parce qu'on lutte contre ce phénomène que les territoires seront moins attractifs. Et à côté de vous, Arnaud Gossement, vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement et professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous considérez qu'il y a un consensus politique sur la nécessité de lutter contre la bétonisation, mais le problème, c'est que certaines communes font des efforts et d'autres pas. Il faudrait une harmonisation ou un rééquilibrage. On va en parler au cours du débat, qu'on démarre avec un chiffre. Oui, même 2. En France, chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés chaque année. Ça représente en moyenne 35 000 terrains de football, pour se faire une idée. Un rythme 4 fois plus rapide que l'augmentation de la population. Pour former 1 centimètre de sol, il faut le rappeler, ça prend minimum 200 ans, voire plusieurs millions d'années. Ils abritent plus de 25% nos sols de toutes les espèces animales et végétales connues. Isabelle Dugelet, vous êtes en première ligne sur ce sujet-là, comme tous les maires ont plusieurs dossiers, mais celui-là en est un. Est-ce que c'est une priorité pour vous de lutter contre l'artificialisation ou pas ? Alors c'est très important, bien entendu. Juste, je veux rappeler déjà que la ruralité, je représente ici les communes rurales, uniquement rurales, moins de 3500 habitants. La ruralité, c'est 88% du territoire et 33% de la population. Donc autant dire que la biodiversité, elle existe chez nous, elle existe absolument partout. On n'a pas des densités de population très très importantes. Et bien entendu que les maires ruraux veulent prendre leur part aussi dans la préservation de la biodiversité et de la lutte contre l'artificialisation, mais ce n'est pas vraiment chez nous où ces surfaces-là sont le plus consommées. C'est où Oui. C'est plutôt autour des grandes villes, pour des grands projets d'envergure nationale, les autoroutes et les choses comme ça. Mais vous donnez des permis de construire, c'est là, par exemple, où vous devez faire des arbitrages sur l'artificialisation. Bien entendu, mais alors de façon relativement modérée quand même, parce qu'en dehors des périphéries des villes et des banlieues, il y a assez peu quand même de villages qui se développent d'un coup, des villages champignons. Ça n'existe plus, ça a pu exister peut-être dans les années 70 ou 80, c'est terminé. Et les maires sont très très responsables par rapport à ça. Simplement voir ces maires du sud de la France qui ont déjà déclaré qu'ils ne donneraient plus de permis de construire parce qu'ils avaient des problèmes d'accès à l'eau, c'est très responsable et il faut faire confiance aux maires en exercice qui assument leur pleine responsabilité par rapport à tout ça. Agnès Allossery, il faut quand même rappeler que l'artificialisation, ce n'est pas seulement la bétonisation en fait, ça peut être aussi le résultat d'un usage intensif d'engrais, de pesticides, c'est aussi ça l'artificialisation. Donc c'est aussi un problème qui se pose en ruralité. Oui, c'est ce que ça concerne aussi les agriculteurs, agro-industrie, etc. Oui, c'est ce qui est intéressant dans la définition qui a été donnée de l'artificialisation dans la loi énergie-climat, puisqu'en fait, on parle d'artificialisation quand on a une altération et une perte des fonctions du sol, de ses fonctions biologiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle aussi de son potentiel agronomique. Et finalement, quand on est dans un schéma d'agriculture qu'on peut appeler conventionnel, où en fait les fonctions des écosystèmes agricoles fonctionnent uniquement parce qu'on met des intrants, pesticides, engrais, etc., on n'est plus dans des fonctions naturelles de l'écosystème. Donc c'est vrai que si on veut vraiment
appliquer cette artificialisation, ce zéro artificialisation nette à la lettre, eh ben, ça veut dire qu'on est aussi en train de réfléchir au modèle agricole qu'on promeut et à comment on utilise vraiment la nature pour produire de l'alimentation. Arnaud Gossement, c'est raisonnable d'ici 2050, justement, ce plan zéro artificialisation nette? Alors, zéro artificialisation nette, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus bétonner les sols. Ça veut dire que lorsqu'on le fera, parce que dans certains cas, il faudra le faire, peut-être pour des services publics, peut-être pour des écoles, des hôpitaux, mais il va falloir se décider, c'est un choix politique majeur, il va falloir décider ce qu'on va accepter comme bétonisation et ce qu'on n'acceptera plus. Il faudra qu'il y ait un équilibre avec, effectivement, de la restauration de la nature. Il y a d'ailleurs une grande loi qui est en discussion au Parlement européen, en grande difficulté du fait d'un certain nombre d'oppositions de l'extrême droite, mais il faudra restaurer la nature, limiter la bétonisation. On va commencer par diviser par 2 jusqu'à 2030, 2031, et ensuite il faut parvenir à ce zéro artificialisation nette. Je voudrais juste ajouter que c'est d'autant plus important qu'on oublie souvent, et vous avez commencé à le rappeler, que le sol, c'est 25% du vivant. Et c'est un impensé de notre droit. Dans notre loi, on ne discute du sol que s'il est pollué, s'il est malade, s'il n'est pas en bon état, mais on ne s'y intéresse pas lorsqu'il est en bonne santé, c'est-à-dire au moment où il faut intervenir avant qu'il ne soit dégradé. Il y a une image que j'aime bien, c'est un peu impensif, pardon, mais qui dit que lorsque vous trempez une cuillère à soupe dans de la terre, évidemment saine, vous avez plus d'organismes vivants que d'êtres humains. C'est quoi ces organismes vivants? Donc les C'est notamment les vers de terre. Oui, les lombriques. C'est toute cette faune et cette flore auxquelles nous n'avons pas prêté attention pendant très longtemps, que nous avons d'ailleurs massacré. C'est ce qui est invisible. Vous savez, pendant longtemps, on s'est intéressé aux grands prédateurs, aux ours, à ce qui est visible, à ce qui est gros ou domestique. Mais ce qui est dans le sol, le petit, l'invisible, le diffus, ça ne nous intéressait pas. Or, notre survie dépend des insectes notamment qui sont en cours d'effondrement. La question, c'est de savoir si cette artificialisation, la lutte contre l'artificialisation, c'est un frein au développement des communes, lutter contre le béton, mais en même temps bien loger les habitants, par exemple. C'est une ligne de crête qui est compliquée de l'aveu même des écologistes. On va écouter Marie Pochon, qui est députée écologiste de la Drôme. Il n'est pas facile d'être décideur aujourd'hui. Nous avons chacun dans nos circonscriptions des élus locaux qui nous pressent pour que nous facilitions des permis de construire, pour que les habitants de chez nous aient les moyens de se loger dignement. Et des objectifs de zéro artificialisation à tenir. Vous-même, vous acharnez à préserver d'un côté l'impérieuse nécessité de la croissance et celui, souvent bien moins cité, de préserver l'habitabilité de la terre. Isabelle Dugé, ça c'est une de vos préoccupations quotidiennes, c'est-à-dire qu'il faut aussi bien loger les gens. Est-ce que ne plus bétonner, ça signifie ne plus construire du tout sur votre commune, ne par plus exemple. construire du tout, pas forcément, c'est surtout réhabiliter, réaménager d'anciens bâtiments existants. Nous demandons vraiment, avec insistance, des aides, du soutien, un plan Marshall pour pouvoir réhabiliter ces anciennes maisons, réduire la vacance. Nous avons tous dans nos villages des tas de bâtiments, de maisons qui sont bloqués par des successions, des bâtiments à l'abandon. Vous en avez combien sur votre commune, par exemple, vous savez? Eh bien, écoutez, moi, sur ma commune, on a fait le point il n'y a pas très longtemps, parce que moi, je veux mettre en place la taxe d'habitation sur les logements vacants, justement pour inciter les propriétaires à vendre. Et j'ai 17 maisons, alors sur plus de 450 habitations, donc c'est quand même relativement peu, mais 17 maisons qui sont bloquées, où je souhaite vraiment faire pression auprès des propriétaires pour que ces habitations redeviennent des logements. Mais après, il faut aller plus loin aussi, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments agricoles, par exemple d'anciennes granges, qui peuvent être réhabilités en habitation, parce que ces bâtiments, ils n'ont plus d'usage agricole. C'était autrefois, un autre temps, on travaillait différemment. Donc là, on attend des aides de l'État pour réfléchir, vraiment, pour nous accompagner financièrement, parce que ça coûte excessivement cher de pouvoir réhabiliter. Il y a 3 millions de logements quand même vacants en France, notamment dans des communes, Arnaud Gossement, qui sont prêts soit à être réhabilités complètement, soit habitables d'un temps pour 1 million, dit-on, d'entre eux, de ces habitations. On n'est pas forcément obligé de construire, on peut récupérer l'existant. Et je vais répondre comme ça aux deux questions. Aujourd'hui, on a une fiscalité effectivement qui encourage à bâtir. Et d'ailleurs, jusqu'à une période très récente, la fiscalité était assez lourde lorsque vous gardiez votre terrain vierge. C'est pareil pour l'agriculture. Des terres agricoles sont beaucoup plus rentables lorsqu'on va construire ou les équiper avec certains équipements de production d'énergie que lorsqu'on va les laisser faire de la jachère ou au contraire de la culture. Donc déjà, il y a une réforme fiscale très importante à faire. Alors ça commence à bouger. On a une augmentation de la taxe foncière sur la résidence secondaire, mais on voit que ce n'est pas toujours très bien accepté.
Et ce qui est important aussi, c'est non seulement de modifier notre fiscalité, ça c'est possible, mais aussi de bien comprendre que lutter contre l'artificialisation, c'est pas juste lutter et interdire aux gens d'avoir des maisons. C'est effectivement, Madame la maire l'a dit, c'est restaurer, réparer, rénover, récupérer du mètre carré de bureau, peut-être aussi avoir des systèmes d'expropriation pour cause environnementale, parce qu'il y a une chose qui est très importante que les téléspectateurs doivent savoir, c'est que parfois, c'est la nature qui dicte cette lutte contre l'artificialisation. Quand une zone... Mais par exemple, quand une zone devient inondable, lorsque dans les Landes, on voit la polémique, là où ça a brûlé, des personnes qui disent « moi, je veux récupérer ma cabane », qui n'était pas toujours une cabane d'ailleurs, qui devenait parfois une maison, eh bien non, c'est pas possible. Effectivement, il faut que ces terrains, parfois, deviennent inconstructibles. Donc, de toute manière, on va vers une nécessité de lutter contre l'artificialisation. Donc, autant avoir des bonnes idées plutôt que de se dire « oh là là, l'État veut nous interdire la maison individuelle ». Non. Pardon, Isabelle Dugelet, mais alors du coup, pourquoi elle vous gêne cette loi qui va être mise en œuvre par le gouvernement? Finalement, vous pouvez vous en sortir avec l'existant et puis après, avec la manière dont vous gérez votre territoire au quotidien. Ça va encadrer un peu les choses. Alors, il faut voir ce qu'il y aura dans ce décompte des surfaces qui pourront nous être attribuées. Si on a cette réserve rurale d'1 hectare par commune, comme c'était un petit peu en discussion. Expliquez-nous, alors pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant de ce mécanisme, une réserve rurale, donc chaque commune rurale, quelle que soit sa taille, aurait au minimum 1 hectare pour pouvoir développer des projets, à condition qu'elle soit dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. Ça, c'était ces derniers jours au niveau des textes de loi, des projets. Simplement, on a un certain nombre de communes qui sont au règlement national d'urbanisme, aucun document d'urbanisme, et qui seraient exclues, c'est pas loin de 10 000 communes de France, donc qui n'auraient pas de droit. Et après, qu'est-ce qui va rentrer vraiment dans cet hectare? Est-ce que les extensions de fermes, c'est-à-dire une ferme qui va se mettre aux normes simplement, parce qu'ils ont des normes à respecter aussi, on va compter leur surface dans cet hectare-là ou pas, parce qu'un hectare, finalement, c'est rien du tout. Nous, les communes rurales, ce qu'on veut, c'est des droits au projet, c'est-à-dire que si on a besoin d'une crèche dans notre commune, il faut qu'on puisse construire notre crèche. Si on a besoin de locaux pour des artisans, il faut que les artisans puissent avoir des locaux pour travailler près de chez eux. On travaille aussi pour la transition écologique, pour éviter les déplacements, etc. Donc nous, il faut de l'aménagement du territoire, un aménagement équilibré. On ne demande pas la lune, on ne demande pas des supermarchés, des choses comme ça, on n'en veut pas. Voilà. Mais il faut pouvoir vivre. Voilà, on demande ce droit-là. On va évoquer l'industrialisation et ce dilemme entre zéro artificialisation nette et réindustrialisation, puisque c'est une volonté du gouvernement. Et il y a une possibilité de le faire de façon verte, semble-t-il. Cela nous a sauté aux yeux, évidemment, pendant la crise du Covid. La France a perdu une grande partie de son industrie et laissé partir beaucoup trop d'usines. Aujourd'hui, le secteur industriel représente un peu plus de 12% du PIB, contre 25% en 1970. Emmanuel Macron l'a dit et répété, la réindustrialisation est donc la mère des batailles. Pour cela, il mise sur les industries vertes, manière de combiner l'objectif de réindustrialiser avec les objectifs climatiques. Un projet de loi est actuellement examiné au Parlement. Il prévoit toute une série de mesures pour accélérer et faciliter le développement de ces industries sur l'ensemble du territoire. 5 filières sont considérées comme stratégiques et seront soutenues tout particulièrement: les pompes à chaleur, les éoliennes, les batteries électriques, l'hydrogène vert et les panneaux photovoltaïques. L'une des difficultés, c'est de trouver des terrains disponibles. Alors, une piste est avancée, le recyclage des anciennes friches industrielles. L'État va investir 1 milliard d'euros pour dépolluer ces anciennes friches et les rendre disponibles. Une cinquantaine de terrains seront probablement disponibles. Mais ça ne suffira probablement pas. Est-ce qu'on peut réindustrialiser sans artificialiser? Est-ce qu'il faut distinguer la bonne et la mauvaise artificialisation? Agnès Allosséry. Oui, là-dessus, la loi se prononce déjà, le projet de loi sur l'artificialisation nette se prononce déjà, puisqu'il y a des aménagements pour l'exemption en fait, de ces grandes industries qui doivent se réimplanter en France pour qu'elles ne rentrent pas dans le décompte des communes. Ça, c'est
des questions finalement de politique stratégique, d'autonomie, de souveraineté, etc. Le décompte pour la biodiversité, à la fin, est le même. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même dans une conversion si on a une conversion d'écosystèmes naturels pour faire cette industrialisation, on a fait le choix de ces objectifs industriels d'emploi, de souveraineté par rapport à la biodiversité. Après, il y a l'option des friches, forcément. Ça, c'est vrai que c'est la solution qui met un petit peu tout le monde d'accord. Il y en a beaucoup. Enfin, on dit qu'il y en a 90 000 à 150 000 hectares disponibles en France. C'est ça les chiffres? Et on n'en aurait besoin que d'un tiers, en fait. Donc on peut prendre des entrepôts et les convertir. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Oui, ça va dépendre de la faisabilité. Dépolluer, ça coûte quand même très très cher. Donc en fait, ça peut toujours être une tentation de se dire qu'on va réartificialiser parce que ça va coûter moins cher. Alors après, si on veut vraiment rentrer dans les détails, il y a même des friches qui ont un intérêt pour la biodiversité et en fait qui ont été aussi reconquises par la biodiversité avec des espèces qui se retrouvent là et qui finalement vont mieux s'épanouir dans ces friches qui sont un peu laissées à l'abandon par rapport à, encore une fois, donc des il faut champs. les laisser, il ne faut pas y toucher du coup? Ça va être du cas par cas en fait. Voilà. Donc il n'y a pas trop sur ces solutions-là, c'est plutôt la réponse que je... Vous avez raison, par exemple, on oublie que le ministère des Armées, par exemple, était le premier gestionnaire d'aires protégées, parce que ces anciens aérodromes de l'OTAN, par exemple, sont devenus des havres de paix pour la biodiversité. Plus sérieusement, sur les friches industrielles, en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement et l'État complexifient le Code de l'environnement depuis des années, qui a dépassé le million de mots aujourd'hui. Et c'est plus que la Bible. Ça devient vraiment important. Et aujourd'hui, il se dit, bon, comme on n'arrive pas à simplifier tout ça, on va le mettre de côté et on va créer un autre statut. Cet autre statut, c'est le projet d'intérêt national pour développer l'industrie verte. Mais ce statut-là, en fait, il est très compliqué aussi. À commencer par qu'est-ce qu'une industrie verte? Vous allez voir que demain, tout le monde va vouloir être une industrie verte, pas que les panneaux solaires, l'éolien, etc. C'est le premier problème. Le deuxième, c'est qu'en 2014, c'était Cécile Duflot à l'époque qui était ministre du Logement, il y avait une loi Allure qui était destinée justement à reconquérir toutes ces friches avec l'idée que, plutôt que d'aller bétonner dans les zones sensibles, allons récupérer toutes ces terres grises et polluées. Mais le droit aujourd'hui n'est pas fait pour encourager les exploitants ou les anciens exploitants de ces sites industriels à les dépolluer, à les lâcher dans la nature. Non, et c'est ça le problème, c'est que donc parfois ils ont même intérêt à mettre une clôture autour, à sanctuariser, et voire même à disparaître. C'est ce qu'on appelle les sites orphelins. Donc, plutôt que de créer un statut à part, évidemment, en termes de communication politique, c'est beaucoup mieux. Regardez, industriel, je pense à vous, je vais créer un statut à part, les écolos, ils nous embêtent, machin. Il vaudrait mieux simplifier tout le droit de l'environnement et récupérer ces friches industrielles. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà là, elles sont déjà abîmées, il faut les dépolluer, il faut les reconquérir, elles coûtent moins cher et bien souvent les exploitants eux-mêmes aimeraient s'en débarrasser. Et il existe des fonds d'ailleurs pour pouvoir financer la dépollution. Pas assez dotés, bien entendu. Sonia Chironi évoquait 1 milliard, le gouvernement envisage 1 milliard d'euros, ça suffit? Non, ça ne suffit pas, non, évidemment. C'est certainement beaucoup plus, mais il n'y a pas que les fonds publics ou les fonds européens qui sont destinés à la dépollution. Parfois, un industriel pourrait tout à fait avoir un intérêt à dépolluer et à laisser son site. Le problème, c'est que oui, l'industrie, ça pollue un petit peu et que lorsqu'il laisse son site à un établissement public foncier, par exemple, il a peur qu'on regarde ce qui s'est passé pendant des années dans le sous-sol et qu'on vienne le chercher en responsabilité. Il y a un moment donné aussi, il faudrait trouver des compromis sociaux. D'accord. Alors, on va évoquer artificialisation des sols nets et le rêve pavillonnaire, la pavillonnite aiguë des années 70. Je vous propose, on va en parler après cette archive qui nous fait penser à la phrase d'Alphonse Allais, il faudrait construire les villes à la campagne. C'est la télévision française, c'est Hervé Claude des années 70. Maison individuelle ou logement collectif. Pour les Français, l'aspect le plus concret d'une réforme de l'habitat se résume à ce choix. Et encore, ce n'est pas toujours un choix, car l'accès à la maison individuelle coûte cher. Pourtant, il y a en France, c'est certain, une aspiration vers ce type d'habitat. Aspiration concrétisée par les chiffres, en 1976, pour la première fois, on a construit plus de maisons individuelles que de logements collectifs. Cette tendance n'est d'ailleurs pas propre à la France, on la constate dans tous les pays libéraux qui ont un niveau de vie élevé. Et c'est un modèle qui a la peau dure. 80% des Français, encore aujourd'hui, veulent une maison individuelle. Isabelle Dugelet, c'est une revendication qu'ont les nouveaux arrivants chez vous. Est-ce qu'il faut dire au revoir, bye-bye au pavillon pour justement lutter contre l'artificialisation et dire il faut construire différemment? Vous ne pourrez pas chacun avoir votre maison individuelle avec jardin. Oui, alors nous, on a encore un grand nombre de maisons avec du terrain d'origine. Simplement, ce qu'on constate, c'est que les jeunes, quand ils construisent maintenant, ils ne souhaitent plus avoir les surfaces de terrain qu'ils souhaitaient autrefois parce qu'ils se sont rendus compte des erreurs de leurs aînés, c'est-à-dire que passer le week-end à tondre la pelouse ou tailler les haies, ça ne les intéresse pas. Voilà, et ce qu'ils souhaitent, à juste titre, c'est un petit extérieur pour pouvoir mettre le barbecue, une petite piscine pour les enfants et un petit espace de jeu. Voilà, c'est
ça dont les gens ont besoin surtout. C'est de l'extérieur. Ils ont besoin de vivre à l'air, au soleil, etc. Et pas empilés dans des immeubles. Voilà, c'est un besoin naturel aussi. Et un petit bout de jardin, quand c'est possible, c'est encore mieux. Agnès Allossery, en même temps, vous vous souvenez, Emmanuelle Wargon, quand elle était ministre du Logement, elle s'était fait taper dessus parce qu'elle avait dit que c'était un modèle qui était dépassé, qu'il fallait construire, contrairement à ce que vous dites, Madame le maire, en hauteur, parce qu'il fallait arrêter de bétoniser, il faut arrêter de construire pour chacun, mais collectivement. Bon, moi, je pense qu'on peut satisfaire un petit peu tout le monde. Moi, je n'ai pas d'appétence à la maison individuelle, par exemple. Je suis très heureuse en appartement. Je suis ravie d'aller... Vous habitez en ville. Oui. Non, mais donc, je pense que c'est tout à fait bien d'avoir... On a forcément une multiplicité de ces différentes visions-là. Dans la conservation, enfin, dans les travaux académiques sur la conservation, parfois, on parle, pardon pour les anglicismes, de land sharing, donc le partage des terres, ou de land sparing, c'est-à-dire on va épargner les terres. En fait, le modèle des communes rurales, c'est on a des habitations qui vivent en harmonie avec la biodiversité parce que, comme l'a décrit Madame Dugelet, on peut avoir tout à fait une biodiversité en milieu semi-naturel agricole qui est très riche. Et à côté, il y a le modèle caricatural de la ville qui serait là où on se permet toutes les pollutions, tous les empiètements sur la biodiversité, mais à côté, on aura une campagne protégée, riante, etc. Et d'ailleurs, souvent exclusive de l'activité humaine, ce qui n'est pas du tout compatible avec les différentes appétences des gens pour où ils habitent, la production alimentaire et tous les autres usages qu'on peut avoir, y compris la récréation des urbains qui veulent aller en forêt le week-end, etc. Donc, et qui, depuis le Covid, veulent vivre de plus en plus à la campagne. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de stigmatisation. Les deux approches sont compatibles aujourd'hui et on peut aussi remettre de la nature en ville. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Et au-delà de l'habitation, je pense en revanche que ça peut aussi poser les questions de nos modes de consommation de manière plus générale. Quand on parle de la densification de la ville, etc., on peut penser au modèle de la ville des 15 minutes. C'est ce qui est promu pour dire qu'en fait, on aura notre habitation, nos services, tout dans un rayon de 15 minutes. Nos courses, etc., dans un rayon de 15 minutes. À pied ou à vélo, en mobilité douce. Et voilà, je pense que c'est un enjeu pour les villages aussi, qui n'ont plus de services, qui n'ont plus de commerce. Et si à la place, on préfère prendre la voiture, donc on a besoin d'une route pour aller dans une zone d'activité commerciale qui est bétonisée, pour aller au supermarché et acheter des produits pour la semaine, et au lieu de prendre le vélo, faire 5 boutiques, etc. C'est un autre mode de consommation. Mais de toute façon, Arnaud Gosselin, je vais vous dire, on ne peut pas dire bye-bye les pavillons, c'est politiquement pas audible. Un politique ne va pas dire ça demain. Il n'a qu'une crainte, c'est que le retour des gilets jaunes et des classes moyennes aujourd'hui qui veulent accéder au logement individuel. Encore une fois, 3/4 des Français. Ce n'est pas dissible. Après, c'est difficile d'avoir une image nationale, il faut faire commune par commune quasiment, et il ne faut pas opposer la ville et la campagne. Je donne un exemple. En ville, on a dit pendant longtemps, il faut densifier, moins de pavillons, plus de villes, plus d'immeubles. Aujourd'hui, avec les épisodes de canicule, on dit « Ouh là là, regardez Paris, c'est une ville mortelle, on y meurt beaucoup trop en été, et l'été va durer de plus en plus longtemps, et donc il faut des îlots de fraîcheur, il faut remettre de la nature, il faut végétaliser. Il y a même dans la loi une obligation maintenant de végétalisation des toitures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature, c'est partout. C'est pas la nature d'un côté qu'on voit le dimanche ou quand on a la chance d'être à la campagne, et puis le reste en ville et du béton partout où on entasse les gens. Ça sera plus intelligent que ça, plus complexe aussi que ça. Plus complexe. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce débat autour de la lutte contre la bétonisation et d'envisager si oui ou non elle est un frein au développement des territoires. On reste dans l'actualité avec Alix Van P et Xavier Baudu. On va évoquer le retour du mammouth de Durfort, Muséum d'histoire naturelle de Paris. 1 million d'années, entre 800 000 et 1 million d'années, ce mammouth. Et puis on va parler des modes culinaires dans la marmite des réseaux sociaux. Mais d'abord, les mots vedettes de l'actualité entendus et vus et repérés par Thibault. Ce soir, c'est Moustique Tigre. Et ben oui, ça c'est du vivant, en l'occurrence, non humain. Notre nouveau compagnon de l'été, c'est entendu. Il fait beau, il fait chaud, et vous nous parlez... Prolifération des moustiques tigres. Moustique tigre. Les moustiques tigres qui ressemblent quand même plus à des léopards. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Moustique tigre, parce qu'il est noir, tigré de blanc, dérivé du latin musca, mouche, désigne un insecte piqueur-suceur venu du sud-est de l'Asie, nom de guerre Aedes albopictus, capable de propager dengue, chikungunya et virus Zika, ainsi que les nouveaux West Nile et Uzutu. Selon l'ANSES, l'envahisseur aura colonisé toute la métropole dans 5-6 ans.
Cet immigré ailé, non choisi, a débarqué clandestinement dans les Alpes-Maritimes en 2004, arrivé des zones tropicales cachées dans l'eau stagnante de vieux pneus. Bien acclimaté à notre zone tempérée, depuis 2016, 141 des 163 communes du département sont considérées comme colonisées, tandis que 70 autres départements sont touchés. Le moustique tigre consomme invariablement local, à moins de 150 mètres de chez lui, mais produit différemment avec le réchauffement climatique. La hausse des températures réduit son temps de gestation de 5 à 90 jours selon le thermomètre, accélère sa vitesse d'infection, étend son calendrier d'activité et sa zone de chalandise, jusqu'en Ille-et-Vilaine et même dans l'Aisne. Dans la Mipha albopictus, si les mâles se nourrissent chastement du sucre des fruits, la femelle, dans un raid commando porno-entomologique, utilise ses antennes poilues pour localiser un corps humain en reniflant le CO2 qui s'en dégage, se jette sur lui et grâce à une trompe rétractable jaillit des lèvres supérieures, perce sa peau et suce son sang. Mais le génie guerrier humain déploie sa contre-offensive biologique. Lâcher d'individus contaminés par la bactérie Wolbachia qui empêche la transmission des arbovirus, ou TIS, technique de l'insecte stérile, où des mâles stérilisés en labo et lâchés par drone vont aller pourrir les œufs des femelles sauvages. Alors, c'est qui le tigre maintenant ? Je les déteste. L'été va être chaud. Bonsoir, cher Alix. Bonsoir, monsieur Bauduit. Bonsoir, Elisabeth. Vous qui n'avez pas besoin de moumoute, Non. vous allez nous parler du mammouth, Allons-y. de Durfort, Oui. 13 mois de restauration. D'ailleurs, ça a été du crowdfunding. Hein. Ah oui, non, ils ont vraiment bossé Ouais, dur. ils ont bossé dur. Il a réintégré le Muséum d'histoire naturelle de Paris et vous allez nous parler de la découverte des mammouths. En 1799, au nord-est de la Sibérie, près de l'embouchure de la Lena, un fleuve, un pêcheur, Tungus, un des peuples qui habitent la région, aperçoit un bloc de glace étrange et différent des autres. Alors il attend un peu, il attend que la glace fonde, il y retourne et diantre que ce bloc de glace est poilu. Mais c'est pas un bloc de glace, c'est un animal sans doute monstrueux avec des dents gigantesques. C'est un mammouth ? Eh oui, c'est un mammouth. Alors, vous savez, les peuples qui habitent la Sibérie connaissent depuis très longtemps ces animaux qui surgissent comme ça, soudain du sol glacé. Ils connaissent également la valeur de l'ivoire, qu'ils travaillent, qu'ils revendent. Et c'est le cas pour ce mammouth découvert en 1799. L'ivoire est vendu pour quelques roubles. On est dans l'Empire russe. Quant à la chair, elle est découpée, donnée à manger aux chiens, puis les bêtes sauvages font le reste. Ainsi, il ne reste plus grand-chose de l'animal. Quand arrive Michael Adams, c'est un botaniste allemand devenu russe, qui récupère des choses quand même. Il y a un peu de peau, il y a de la fourrure et il y a les os. Les os qui sont envoyés au musée de Saint-Pétersbourg, reconstitués, c'est le squelette, c'est le mammouth Adams. Donc c'est un animal répertorié. Oui, il est connu. En fait, au XVIIIe siècle, notre langue s'enrichit d'un nouveau mot qu'on va retrouver dans les dictionnaires, dans l'encyclopédie. C'est mammouth, alors OUT, c'est un mot qui est emprunté du russe et qui lui-même vient de ces peuples de Sibérie. C'est comme ça qu'il désigne cet animal qui surgit de la glace, mais qui parfois arrive dans un univers beaucoup moins hostile. C'est le cas en 1869, en France, dans le Gard, à Durfort. Des ouvriers travaillent et tombent sur ce qu'ils pensent être de vieilles canalisations. Mettre ça de côté. Mais non, ce sont des défenses. Alors les historiens arrivent, ils regardent la chose. Un éléphant méridional? Non, c'est un mammouth méridional. Ces os sont envoyés au Muséum d'histoire naturelle à Paris, où ils sont toujours. C'est ce squelette absolument magnifique. Évidemment, nous n'avons pas conservé sa fourrure, mais il était bien velu de loin. Chauffe qui peut, si je puis me permettre, cher Xavier Bauduit. Alors, les réseaux sociaux, les nouveaux guides gastronomiques qui inculquent les toccades culinaires. Et vous nous parlez d'un certain Cédric G de Paris, un glorieux pâtissier français qui traduit sa notoriété virtuelle, en client réel. Client réel. Mais si vous vous promenez à Paris... Cédric Grolet, quoi. Cédric Grolet. Si vous vous promenez à Paris, avenue de l'Opéra, vous allez certainement croiser des dizaines de personnes qui font la queue dans une file d'attente balisée, non pas pour aller en boîte de nuit, mais pour aller dans cette pâtisserie de Cédric Grolet. Avec un peu de chance, ils espèrent vraiment croiser ce pâtissier star d'Instagram et de TikTok, connu pour ses vidéos, je dois dire, hypnotisantes, de fruits en trompe-l'œil, de Paris-Brest, de fraisiers. Cette semaine, le pâtissier a quand même traversé une petite polémique parce que sa tarte aux fraises non écotée à 80 € pour 6 personnes a été jugée un petit peu chère, un petit peu indécente. Oui, sur Twitter, certains internautes s'en sont moqués
en créant des faux desserts à un prix similaire. Par exemple, ce petit beignet en trompe-l'œil à la pomme, 78 €. Ou alors le crumble aux pommes, 54 € la part. Pas grave si la pomme n'est pas cuite. Mais bon, qu'est-ce que ces attaques représentent face à 7 millions de personnes qui vous suivent sur les réseaux? Pas grand-chose. Donc la polémique est retombée comme un soufflet. Mais enfin, c'est quand même incroyable le pouvoir prescripteur des réseaux sociaux. Et oui, et il y a quelques mois, il y a une enquête d'une agence américaine qui s'appelle MGH qui a prouvé que 3 jeunes Américains qui sont sur TikTok sur 10 se sont déjà rendus dans un restaurant qui était plus cher que ce qu'ils prévoyaient de mettre dans un restaurant, ou alors qui était beaucoup plus loin que dans le lieu où ils se rendent d'habitude. Tout ça parce qu'ils avaient vu au préalable une vidéo d'un plat de ce restaurant, donc il fallait y aller. L'impact de ces photos, de ces vidéos de nourriture est tel qu'il y a 2 ans, il y a même eu une pénurie de feta dans quelques États aux États-Unis après qu'une recette de sauce de pâtes avec de la feta, voilà, était devenue virale. Donc tout le monde a voulu se jeter sur cette recette alors qu'elle était extrêmement simple. D'accord. Et les vidéos sont bien faites? Les vidéos sont très bien faites, oui, parce que les plats qui sont mis en avant sont esthétiques avant d'être goûtus. Hein, comme cette vidéo de hamburger, voilà, qui est donc mise en scène de façon quasi érotique. Ou alors Porn food, d'où le nom porn food, porno. Oui. Ou alors ce milkshake aux bonbons multicolores, voilà, ambiance pop art, 76 000 vues évidemment, qui a sa place au royaume du kitsch, on peut le dire. Mais la grande tendance en nourriture, comme dans l'art contemporain d'ailleurs, c'est le gigantisme. Donc c'est la nourriture XXXXL, comme cette vidéo de cône de glace que vous allez voir, un cône de glace qui pèse 2 kilos, qui a été visionné plus de 1 million de fois sur les réseaux, et le glacier, tout généreux qu'il est, promet qu'il rembourse toute personne qui le mange en moins de 10 minutes. On ne sait pas s'il rembourse les frais d'hospitalisation après la crise de foie. En tout cas, Paul Bocuse disait, pour moi, la bonne cuisine, c'est quand on soulève le couvercle, que ça fume, que ça sent bon et qu'on peut se resservir. Mais il ne parlait pas d'esthétisme, il ne connaissait pas TikTok. On en est loin. Il n'aura jamais été sur TikTok. Merci mes amis, merci de nous avoir suivis. Demain à 20h05, le Club avec Renaud Dely. Lundi, 28 minutes se met en Bermuda avec Jean-Mathieu Pernin, et ce pendant 2 mois. Moi, je vous retrouve le 28 août. Et dernière chose, nous voulons souhaiter de très beaux accomplissements professionnels à l'extravagante, absolument folle et très fiable prompteuse et assistante de rédaction Rebecca Nzali-Dietsch. Voilà, tchuss, tchuss.